Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce grand rendez-vous Aditel en direct des plateaux Agora Média. On va passer ensemble cet après-midi avec au programme un grand débat d'ici quelques instants, débat d'1 heure avec nos invités sur le thème penser notre métier de demain avec la pandémie. Et puis après une courte pause, vous resterez avec nous bien évidemment puisqu'il faudra participer à l'Assemblée Générale puis au vote en direct, le tout avec le président Didier Moreau. Durant cette première heure, sachez que vous pouvez poser des questions à nos invités via le chat qui est à votre disposition. Et ces questions qui seront regroupées au fur et à mesure, puis nous prendrons le temps, bien évidemment, d'y répondre à la fin de ce débat. Alors, pour vous présenter nos invités, sur ce plateau, j'ai donc le plaisir de recevoir Françoise Cormeille, responsable filière sécurité des sites centraux du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être présente. En face de vous, Sylvain Lemoine, responsable département bancaire, développement grand compte et partenariat chez Nexecure. Bonsoir. Bonjour. Bonjour même. Oui, on ne va pas se coucher tout de suite. Face à vous, Sylvain Olivier Libotte, directeur des opérations sécurité chez Carrefour, membre aussi du COPIL à l'Agora des directeurs sécurité de Paris. Merci d'être là, Olivier. Bonjour, merci. Et puis, pour compléter cette dédiée, eh bien, Didier Moreau, vous connaissez tous, bien évidemment, puisque c'est votre président, le président d'Editel, responsable immobilier sécurité au Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres. Merci d'être là. Et je crois que vous avez un petit mot pour lancer cet après-midi. Oui, Alexandre, merci de ton accueil. Donc déjà, je voulais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir pour notre journée Aditel, et ce d'autant plus après notre annulation forcée de 2020. Et j'ai une autre information importante. Dans le cadre de notre retour, que j'espère plus que progressive à cette session normale, je tiens à vous informer, nous avons pris la décision d'organiser notre forum annuel en 2021, comme prévu, 23-24 septembre, à Vichy. Donc on compte vraiment sur votre présence à tous. On va pouvoir enfin se retrouver de façon physique et échanger de façon plus chaleureuse qu'à travers les visios qu'on a tous eu l'occasion de pratiquer depuis 1 an et demi. Alors rentrons dans le vif du sujet, comment penser notre métier demain avec cette fameuse pandémie. On va évoquer dans le désordre un certain nombre de thèmes, dont le télétravail bien évidemment, les risques à anticiper et avec entre autres par la suite l'adaptation des PCA et puis les incivilités pour le télésurveilleur. Si on a le temps, je ne vous garantis rien parce que peut-être que les débats seront animés. Eh bien, on parlera peut-être du lien social des agrégés et de l'intégration des travailleurs nomades. Mais en attendant, revenons sur cette période de bouleversement. Est-ce que, comme on pourrait le penser, elle a multiplié les incivilités pour le télésurveilleur? Alors, oui, la réponse est oui, hein, clairement. Si on prend les chiffres pour nous, Nexecure, donc c'est une croissance des incivilités d'environ 20% par rapport aux volumétries traditionnelles, j'ai envie de dire, sur cet item. Pas forcément au départ de la pandémie, contrairement à ce qu'on a pu entendre sur d'autres métiers. On l'a plutôt senti à partir de la fin d'année 2020 et on l'a plutôt, nous, ressenti comme un peu un ras-le-bol généralisé de la population, une sorte d'accumulation liée, voilà, un cumul lié à la durée du confinement et lié à la multiplicité des confinements. Donc c'est particulièrement sensible sur le dernier trimestre 2020 où rien que sur cette période on est plutôt autour de plus 50%. Peut-être qu'au départ les gens sont extrêmement restés chez eux aussi. Évidemment, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'en parallèle, si on prend la volumétrie des remontées d'alarmes et de dossiers qu'on a nous à gérer, que ce soit essentiellement pour le coup aujourd'hui sur le bancaire, on est plutôt à l'inverse, avec une volumétrie qui est elle en recul de 20%, ce qui est logique, hein, absence, fermeture de certains sites, etc. Mais du coup, la proportion des sensibilités, elle, faisait le chemin complètement inverse. Voilà. Peut-être, Françoise, un petit mot là-dessus? Oui, ben, je confirme la tendance. Alors après, nous, côté sites centraux, on était moins concernés, mais en tout cas au niveau des réseaux, effectivement, donc on a noté aussi cette recrudescence. Alors pas forcément au début, parce que je pense que tout le monde a vécu ça avec beaucoup de sidération. Enfin voilà, c'était nouveau, on ne savait pas à quoi on allait s'attendre. Et puis sur la fin, je pense que cette lassitude, cet énervement, et qui fait qu'effectivement, on a eu plus d'incivilité. Olivier, chez Carrefour, le ressenti? Alors oui, justement, là, on est plus sur les incivilités chez les télésurveilleurs, mais dans la grande distribution, là, pour le coup, il faut quand même se replacer dans le contexte du mois de mars 2020, où effectivement, on confine
l'ensemble de la population. On ferme les magasins dits non essentiels. Et dans les magasins dits essentiels, puisque la grande distribution à prédominance alimentaire a été considérée tout de suite comme une chaîne de magasins dits essentiels, on ne ferme pas, mais on organise et on contrôle le flux à l'entrée des magasins. Ce qui a immédiatement pour effet de créer devant les entrées et devant les sas d'entrée des files d'attente absolument gigantesques et considérables. Et pour le coup, c'est effectivement dans ces files d'attente plus particulièrement que nous avons eu des incivilités à minima, mais parfois aussi un peu plus que des incivilités. Incivilités qu'on retrouvait aussi au sein des surfaces de vente, notamment quand il nous a été demandé aux clients de respecter les mesures barrières et puis la distanciation sociale, entre autres le port du masque. Donc là aussi, effectivement, sur la surface de vente, parfois quelques incivilités. Et ces incivilités s'arrêtaient souvent devant l'hôte ou l'hôtesse de caisse, qui lui, pour le coup, était reconnu comme méritant dans ce contexte de venir travailler tous les jours. Didier Moreau, chez vous, comment ça s'est ressenti? Quelles étaient les remontées à ce niveau-là? Nous aussi, nous avons eu un certain nombre d'incivilités en plus, c'est très très clair. On se retrouve dans les chiffres de Sylvain, au niveau de Nexecure, beaucoup plus d'incivilités. Et après, effectivement, pas beaucoup d'autres soucis. Nous, on a laissé énormément d'agences ouvertes, donc on n'a pas eu, au niveau des alarmes, pas d'autres incidents à part ces incivilités, par contre. D'accord. Pas eu de... J'ai lu qu'il y avait peut-être davantage d'incivilités dans les petites villes et des régions reculées, où peut-être justement le port du masque était moins accepté. Est-ce que ça s'est ressenti chez vous tous? Oui, il y a eu des cas comme ça. Toutes les agences ont été un peu sensibles, en fait. Ouais. Mais d'un point de vue national, on n'est pas allé jusqu'à une analyse poussée site par site pour aller voir la ruralité, l'urbain. C'est probable, mais je ne serais pas en mesure de l'étayer là avec des chiffres. Là, les volumes que je vous donne sont vraiment des volumes globaux. Après, on a des écarts par contre entre régions. On a des régions où on en a eu plus, mais dans des proportions modérées. Mais on a par contre eu des régions où on a eu beaucoup plus d'incivilités avec des gaps beaucoup plus importants. On a parlé avec Olivier des incivilités chez le client, mais chez les employés également, on peut peut-être en parler. Est-ce que vous avez ressenti aussi au début, par rapport à un certain nombre d'aspects de philosophie de chacun, des incivilités? Ouais, je pense que globalement, les salariés ont appliqué les règles et les directives qui étaient données par l'employeur. Enfin, nous, notre vocation, c'était d'assurer la sécurité des collaborateurs. Donc, au début, on n'avait pas de masque, comme tout le monde, donc il a fallu les commander. Donc là, on a mis en place toute une organisation assez lourde, mais qui a plutôt bien fonctionné. Et après, dès lors qu'on a dit que le masque devait être obligatoire, les collaborateurs l'ont porté assez volontairement. Alors ce fameux masque, est-ce que ça a créé des problèmes justement, difficultés d'écoute, allergies, je ne sais pas, dans les différents établissements, même chez Carrefour peut-être? Alors oui, effectivement, le masque, il a d'abord été souhaité et attendu avant de pouvoir être porté. Et ce qui a été constaté au sein des magasins, c'est que les salariés étaient contents de recevoir ce moyen de protection, se sentaient sans doute aussi un peu plus protégés et n'ont pas eu de geste de rejet vis-à-vis du port du masque. Cependant, des incompréhensions vis-à-vis de certains clients qui le portaient moins ou moins bien. Il faut quand même rappeler qu'au début, notre gouvernement nous a dit qu'il n'était pas utile de porter le masque. Notre ministre de la Santé nous l'avait dit. Donc c'est vrai que ça a pu créer quelques incompréhensions chez les uns et chez les autres. Pareil au niveau des agences bancaires. Alors, peut-être sur les agents, je te laisse répondre, Didier. Mais... Oui, en fait, on n'a pas eu de gros soucis. Effectivement, comme disait Françoise, nos agents ont appliqué les consignes. Alors, c'est vrai, comme nous étions commerce essentiel, nous devions rester ouverts. Donc, il y a eu plein de conditions à l'accès, des contrôles et tout. Il y a juste eu des villes un petit peu sensibles où on a tous un peu protégé lors des versements des minima sociaux en début d'année. Mais en fait, on n'a pas eu de gros soucis. Effectivement, après, il y a toujours des clients récalcitrants pour mettre le masque. Faut faire la guerre pour que ce soit respecté. Vous faites le point avec ces minima sociaux, justement, sur la question que je voulais vous poser, c'est de savoir si on peut craindre que ces incivilités augmentent avec le déconfinement, la diminution des aides gouvernementales, la certaine possible hausse des dépôts de bilan et peut-être aussi l'opposition entre les vaccinés et les anti-vax. On sait que
les agences bancaires sont au front à ce niveau-là, quand il y a des mouvements sociaux. Comment vous les anticipez? Comment vous les craignez? D'un point de vue personnel, oui, je pense qu'elles ont un potentiel de continuité, c'est certain. Pas forcément sur les mêmes clients, parce que je pense que les plus fatigués des confinements sont plutôt dans des optiques de déconfinement aujourd'hui, mais je pense notamment aux professionnels qui ont été évoqués là, aux entreprises, qui pour certaines vont vivre peut-être des périodes un peu compliquées ces prochaines semaines ou ces prochains mois, notamment économiquement. On pourrait avoir effectivement un glissement du mécontentement peut-être vers cette cible-là, plus que peut-être sur les particuliers lambda qu'on pouvait voir aujourd'hui. Françoise Cormeille, chez vous, est-ce que il y a déjà, on travaille là-dessus, on anticipe, on fait des scénarios peut-être un peu catastrophes? Alors, oui, on anticipe les choses. Après, on a des réunions assez régulières avec les référents sûreté, côté force de l'ordre. Donc, justement, on discute un petit peu avec eux, comment ils analysent la situation et ils nous donnent des retours, ce qui permet nous de nous adapter forcément en conséquence. Donc, on a ces alertes, on surveille et après, on met en place les dispositifs qui correspondent. Mais vous l'imaginez? Oui, on l'imagine, oui, tout à fait. Surtout après, avec la reprise des réformes qui risquent d'arriver aussi derrière. Enfin, je pense que voilà, il y a eu beaucoup de mécontentement qui a été accumulé, des réformes qui n'ont pas pu avoir lieu, donc qui vont sans doute voir le jour. Donc, je pense qu'il va y avoir une accumulation de plein de choses. Oui. Didier Moreau. Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ceci. Alors, moi, je suis dans une région relativement peu touchée par tous les mouvements sociaux, et on ne sait jamais. Et c'est vrai ce qu'on constate, c'est qu'il y a des incivilités. C'est pas qu'en présentiel, c'est pas que dans les agences. Il y a énormément de soucis par téléphone. Ouais, oui. Oui, comme il y avait pas mal de gens en télétravail, et les professionnels, par exemple, ça sera peut-être plus par téléphone qu'en agence proprement dite. Donc, il faut effectivement être attentif à tout ceci. Mais ça fait partie des choses qui vous préoccupent. Oui, ça fait partie. Qui vous inquiète, mais en tout cas qui vous préoccupe. Voilà, et les incivilités, on les traite, c'est important. On demande à notre personnel de tout déclarer, vraiment tout déclarer, de ne pas hésiter, et puis on essaye vraiment de les traiter. Et vous avez aussi des relais avec les autorités, j'imagine chez Carrefour aussi, pour prendre le pouls un petit peu et savoir comment cette pandémie, elle est arrivée peu de temps après la crise des Gilets jaunes. Donc ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent quand même. On sait qu'il y a un bon nombre de restaurateurs, par exemple, qui vont rester sur le carreau. Ça va être compliqué tout ça, on va le ressentir au quotidien. Alors, en termes d'incivilité, on a quand même pu nous constater au niveau de la grande distribution que finalement, on avait plus d'incivilité regroupée sur les moyennes et grandes surfaces. Donc là où le flux client était important, oui. Plus que sur les magasins de proximité, donc les supérettes et les petits magasins, parce que finalement, la compréhension du client est beaucoup plus palpable sur ces magasins de proximité, avec des clients qui fréquentent finalement tous les jours l'enseigne et qui sont au-delà de la relation commerçant-client, qui sont sur des relations de proximité et de connaissance avec les collaborateurs des magasins. On parlait à l'instant, ça va nous permettre d'aborder le deuxième thème du télétravail avec vous, Didier. Depuis mars 2020, le télétravail s'est définitivement installé. Comment le gérer au mieux, entre autres, par rapport à la sécurité informatique, Sylvain? Alors, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, les organisations chez nous ont évolué il n'y a pas si longtemps, mais il y a même un peu déjà avant la pandémie, puisqu'aujourd'hui, la direction de la télésurveillance chez nous est rattachée à la direction des systèmes d'information. Voilà. Donc, ce n'est pas anodin, c'est aussi parce que les sujets sécuritaires sont très liés aux sujets informatiques, par définition. Donc oui, c'est un sujet qu'on travaille. Bon, nous, on est filiale à 5% d'un grand groupe bancaire, donc on a des niveaux de certification et de sécurité qui se doivent d'être au plus haut niveau, parce que si par malheur nous avions des attaques, elles pourraient de manière indirecte découler sur nos partenaires clients. Donc on est très attentif à ça et on fait en sorte d'être au plus haut standard possible par rapport à ça. Mais c'est un vrai enjeu, effectivement. Françoise, au Crédit Mutuel aussi, moi j'ai tendance à dire souvent que le fléau de demain, ça sera les problèmes informatiques, les attaques cyber. Est-ce que le télétravail, ça rajoute une donnée, le fait que justement on mette à disposition au domicile d'un salarié des applications qui permettent bien évidemment d'assurer le fonctionnement des transactions, mais qui peut engendrer des risques? Complètement, enfin, ça fait partie des préoccupations majeures pour le groupe. Alors on a aussi la chance d'avoir une filiale Euro Information qui travaille énormément sur tous ces aspects de sécurité et ça fait partie du risque majeur aujourd'hui dans le cadre du télétravail. Ouais.
Et vous avez constaté déjà des... Alors, je dirais qu'on n'a pas eu de soucis particuliers, mais il y a tous les jours, il y a des attaques. Alors moi, je ne suis pas dans... Voilà, c'est pas mon domaine, Ouais. puisque la sécurité physique, la sécurité logique, mais en tout cas, ce qu'on constate, nous, c'est qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus ensemble, sécurité physique, sécurité logique, parce que c'est un tout, c'est la sécurité du groupe. Et Euro Information et ses équipes travaillent énormément sur tous ces aspects-là. Et on sensibilise aussi beaucoup les salariés sur ce risque cyber, puisque c'est le risque majeur aujourd'hui. Et cette sensibilisation se fait par quel intermédiaire? Alors c'est de l'information, de la sensibilisation à travers des e-learning, des petits D'accord. modules de formation. D'accord. On rappelle les enjeux, les différents scénarios possibles et justement d'être toujours en vigilance parce que quand on est chez soi, on n'est plus dans un environnement professionnel, on est dans un environnement, on va dire, qu'on connaît et du coup on a peut-être tendance à être moins, je dirais, vigilant que quand on est sur le lieu de travail. Donc voilà, donc souvent c'est des choses assez évidentes, mais en tout cas il faut les rappeler régulièrement aux collaborateurs. Et Didier Moreau, au Crédit Agricole, pareil? Oui, c'est un justement petit tout peu les mêmes choses. Alors c'est vrai qu'au niveau du télétravail, nous on a eu la chance d'être complètement équipés d'ordinateurs portables avant le confinement. Ouais. Tous les collaborateurs sites et réseaux avaient un ordinateur portable. Donc ça a été très facile de basculer un certain nombre de collaborateurs en télétravail. Ouais. Par contre, effectivement, il y a aussi des choses qu'on a pu constater. Certaines applications, surtout les applications financières ou bancaires pour les employés du réseau, c'était un peu plus compliqué. Et là, Crédit Agricole Technologies, on a fait des avancées en un mois comme personne pensait que ce serait possible. Il y a eu énormément de déblocage de situations qu'on a pu faire à distance. Par contre, effectivement, il faut faire attention. Il y a certaines opérations qui ne pouvaient être faites que par des agents présents sur le site. D'accord. Eux qui étaient considérés comme essentiels et on ne pouvait pas avoir de choses en déport. Et Mais en fait, ça s'est bien passé là-dessus très très vite. Ces déblocages, vous avez réussi justement à mettre au point Voilà, un système assez rapidement. Voilà. Pour Il y avait pouvoir des répondre. blocages technologiques et ils ont été élevés très 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 vite, même en quantité, en nombre de connexions par jour. En début, on disait ça passerait pas. Chez nous, on avait même essayé de limiter le nombre de personnes en même temps. Puis ça s'est débloqué très 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 vite. Tout le monde pouvait travailler en télétravail. Après, effectivement, il y avait des applications. Il faut y faire très attention, comme dit Françoise. Voilà, on n'a pas eu de gros soucis, mais Non. attention à ces parties-là. Olivier, d'une autre façon, ça vous concerne chez Carrefour? Alors, vous imaginez bien que sur les 100 000 salariés du groupe en France, une infime partie est en mesure de pouvoir télétravailler. Les métiers de la grande distribution, tels que hôte ou hôtesse de caisse. La caissière chez soi, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Ça serait top, hein, mais c'est compliqué. Vous me l'enlevez de la bouche, Alexandre, c'est effectivement un peu compliqué. Et puis, bon, pas que. Bien entendu, quand il s'agit de mettre en rayon, quand il s'agit d'accueillir le client, le camion à, La chaîne logistique. à 4 heures du matin, la chaîne logistique, etc. etc. Personnellement, je n'ai pas fait une journée de télétravail depuis le 17 mars 2020. J'ai toujours été au contact des magasins ou au siège pour répondre aux demandes particulières imposées par la gestion de crise du moment. Mais les collaborateurs du siège qui ont pu télétravailler l'ont fait de façon tout à fait normale, avec la possibilité, dans un deuxième temps, de revenir de temps en temps au siège. Et on s'apprête, à partir de cette semaine, à accueillir de nouveau tous les collaborateurs au siège. D'accord. Alors, on parle de cyberattaques, entre autres, hein, mais parfois, on a le risque du télétravail à 100%, on l'a vu. Alors, ça va un peu diminuer, mais ça va rester, bien évidemment. On estime à 2-3 jours par semaine, en moyenne. Donc, avec un autre risque, c'est le manque de contact avec les collaborateurs. Et donc, ça peut créer aussi des risques de malversation. C'est-à-dire que le danger viendrait de l'intérieur, quelque part, et possiblement même des malversations sous contrainte. La personne chez elle peut être mise sous contrainte de faire des opérations délictueuses. Comment lutter contre ça? Alors, je vais parler pour ma paroisse. D'un point de vue télésurveilleur et télésurveillance, la question se pose peu, voire pas, puisque tous nos opérateurs ont obligation d'être sur site et sur centrale de télésurveillance. Comme ça, c'est réglé. Ça. Donc comme ça, c'est réglé pour des raisons d'agrément et de certification. Donc on n'a pas cette problématique de télétravail avec nos fonctions au cœur du réacteur, qui sont nos opérateurs de télésurveillance, qui ont été 100% sur site depuis même le tout début du confinement, comme j'ai pu l'entendre. Sur d'autres métiers qui sont les nôtres, techniciens, commerciaux ou autres, évidemment, le télétravail, lui, a pu être mis en place ou sur des fonctions support, mais la notion de risque essentiel est beaucoup plus faible et nettement moins. Par contre, cette question-là, c'est une question
que j'aborde indirectement avec mes partenaires banquiers, parce que se pose aussi la question de la capacité d'un télésurveilleur à proposer des choses ou à accompagner des caisses régionales, en l'occurrence pour nous, sur des solutions pour sécuriser d'une manière ou d'une autre des collaborateurs au sein de leur domicile. Voilà. Alors justement, Didier, Françoise, à ce niveau-là. De toute façon, tout ne peut pas être fait à distance. Il y avait quand même certaines opérations qui étaient réservées aux opérations à faire en agence. C'est beaucoup de préparation, de rendez-vous téléphoniques, de réponses à des mails qui étaient faits à distance. Et les collaborateurs en agence disaient aussi que quand ils revenaient dans leur agence, ils avaient un certain nombre d'opérations qu'ils devaient finaliser sur place. Tout n'est pas possible quand même. Oui, je confirme. Après, il y a des contrôles, il y a des blocages au niveau de certaines opérations et puis des contrôles 4 yeux justement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de difficultés en amont par rapport à l'opération. Alors, bon, c'est des choses aussi sur lesquelles on va avancer, on va réfléchir aussi, puisque le télétravail, on est passé du télétravail de crise au télétravail maintenant qui va être plutôt choisi, entre guillemets. Au niveau des entreprises, il y a des accords qui sont en train de se signer. Et donc, on est en train aussi, nous, de réfléchir par rapport à la sécurité plus globale du collaborateur dans sa situation de télétravailleur à son domicile. Donc, les choses vont évoluer forcément dans les mois à venir par rapport à cet accompagnement-là. Ça tombe très bien que vous parliez de ça, parce que assurer la sécurité informatique, c'est une chose, mais il va falloir aussi veiller sur la santé physique du collaborateur. La responsabilité de l'entreprise dans ses murs va se transporter hors de ses locaux, au domicile de l'employé. Ça, c'est des choses, c'est ce que vous insinuez. Oui, tout à fait. Donc, on prépare justement. Donc, le collaborateur ne part pas comme ça en télétravail chez lui. Donc, il y a une préparation. Donc, on a mis en place des guides. Pareil, on en revient à la prévention, la sensibilisation. Donc, avant de partir en télétravail, je m'assure que je connais un certain nombre d'éléments essentiels pour garantir ma sécurité à mon domicile. Donc, on a créé un univers du télétravailleur. Alors, à la fois, il faut former le collaborateur, mais il faut aussi former le manager parce que c'est pas le même mode de fonctionnement avec un collaborateur qui est à son domicile. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Vous avez raison d'appuyer sur le fait que le management aussi doit évoluer. Exactement. Didier ? C'est à peu près la même chose que Françoise. Vous avez créé aussi... Voilà, c'est vrai qu'on... Et puis on s'est très adapté à chacune des personnes. Il y a des personnes qu'on a identifiées comme étant potentiellement à risque ou délicat de rester tout seul. Donc on a plutôt incité ceux-là à venir travailler un petit peu plus, quitte à faire baisser les taux de télétravail pour lui, mais en global, nous les respections. On a fait très attention à cette écoute sociale et qu'il y ait des réunions régulières avec les managers et toute l'équipe, au moins des audios très régulières pour que tout le monde soit intégré. Et attention à ceux qui pouvaient décrocher en n'étant pas bien... Ça, c'est lié à une perception psychologique de l'employé. Oui, voilà. Et on a mis une écoute psychologique aussi à disposition, les RH. Il y a une cellule psychologique pour tout employé qui, à un moment, ne se sentirait pas bien et tout. Donc il y a un fort accompagnement à faire pour effectivement maintenir une cohésion d'équipe, faire attention à tout le monde. Que personne ne décroche en fait. Oui, parce qu'il y a le problème de santé pure et dure qui effectivement peut être une crise cardiaque qui, plutôt que d'être dans les bureaux, se déroule au domicile. Il y a aussi le psychologique qui rentre en compte. Il y a aussi l'environnement dans lequel la personne va travailler chez lui. On n'a pas tous forcément un bureau, de l'espace et du calme. Et puis aussi, il y a des personnes qui n'aiment pas être seules chez eux ou ailleurs, mais en tout cas qui ont besoin de garder ce contact, et ça c'est assez à prendre en compte. Et est-ce que justement, comment anticiper maintenant les risques à venir? Justement, je parle encore une fois de ce climat social dégradé, de la fin des aides de l'État, des rumeurs de troubles civils à la rentrée de septembre. Comment vraiment on travaille là-dessus? Je reviens, on l'avait un peu abordé tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous redoutez? D'autant plus que, encore une fois, les banques seront en première ligne. Si des groupes extrémistes descendent dans la rue, on sait que souvent les banques font partie du champ de tir. Des victimes. Oui, c'est souvent des dégradations. On l'a vu sur d'autres mouvements sociaux où il y a des dégradations importantes d'agences, voire des agences qui sont complètement ravagées et qui nécessitent derrière des gros travaux de réhabilitation. Donc ça, c'est la crainte majeure. Même chose, point de vue télésurveilleur, ça a été dit tout à l'heure. On est arrivé sur le Covid post-gilet jaune, avec son mouvement de Black Bloc associé. Qui s'est perduré dans le temps. Donc nous, pour les télésurveilleurs, que ce soit sur la partie bancaire, mais sur d'autres sites professionnels qu'on a aussi, on est en première ligne sur ce type d'alarme qui nous remonte et de gestion. Donc oui, ça peut être un risque que ce phénomène-là revienne à la surface avec la mise en place
directives qui n'ont pas forcément été faites à cause du Covid ou de mouvements sociaux un peu plus larges, oui, c'est possible, c'est une possibilité. Olivier Libotte, chez Carrefour, j'imagine qu'on l'a anticipé, qu'on a envisagé des scénarios. On sait que parfois, quand il y a justement des troubles importants, on pense tous à des images de magasins pillés, dévastés. Et voilà, encore une fois, hein, on est là pour le coup à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. On a plus de crainte sur des mouvements de ce type. On a plus de crainte sur des petits magasins de proximité qui sont hyper urbains, plutôt que sur les grandes surfaces qui font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Pour deux raisons. Tout d'abord parce que les moyens mis en place sont proportionnels à la grosseur des magasins. On a de toute façon beaucoup plus de moyens de protection et de prévention dans une grande surface type hypermarché ou supermarché que dans un commerce de proximité où on a parfois avec le gérant quelques salariés qui sont présents. Tout ça, bien entendu, est orchestré avec les forces de l'ordre, hein, puisque nous sommes toujours informés des différentes demandes de manifestations qui sont faites au niveau des préfectures. Et puis nous avons un système d'information et de moyens d'alerte pour prévenir les commerces qui seraient à proximité ou aux environs d'une manifestation. Et pour le coup, on ne badine pas avec la sécurité et il est préférable de perdre un peu de chiffre d'affaires en fermant un magasin pendant quelques heures, plutôt que de risquer la sécurité des collaborateurs et des clients. Et plus précisément, vos prévisions quant à la rentrée de septembre? Pardon, j'ai oublié qu'il fallait que je parle dans le micro, c'est toujours mieux. Vos prévisions par rapport à la rentrée de septembre en termes de mouvement Alors, pour le coup, on n'a pas d'anticipation particulière sur le sujet suite aux différents indicateurs que l'on peut avoir. On se rend compte, alors est-ce que c'est un indicateur particulier? On se rend compte que la population, dans sa grande globalité, a été frustrée d'achats pendant plusieurs mois et maintenant fréquente plus les magasins qui n'ont pas pu fréquenter pendant des mois que les magasins alimentaires. Donc je pense qu'effectivement, le risque qui était très concentré sur les magasins qui étaient ouverts jusqu'à présent, le seront maintenant de façon beaucoup plus diffuse sur les magasins qui ont ouvert de nouveau ou qui vont rouvrir. D'accord. Je rappelle aux membres qui nous suivent qu'ils peuvent participer indirectement et poser des questions via le chat. On m'indiquera en régie combien de temps il faut vous consacrer pour qu'on y réponde, bien évidemment, à la fin de ce débat et avant de passer à l'Assemblée générale. À ce propos, quels nouveaux systèmes de sécurité sont mis en place, sont déployés? Est-ce qu'on a fait un pas en avant à ce niveau-là? Alors, oui, on a fait un pas en avant technologique, mais qui avait déjà été initié avant ces événements-là, mais je pense qu'il a surtout été... C'est un accélérateur? Accélérateur, ouais, accélérateur. Alors, bon, nous, on n'est pas fabricant de matériel, on est intégrateur de solutions. Oui. Je ne serais pas forcément le mieux placé pour vous parler de ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce sont des sujets qu'on évoque avec nos fournisseurs de façon de plus en plus régulière, que ce soit fabricants de caméras, de nouveaux types de caméras ou intégrateurs. On est de plus en plus sur des solutions dans la mesure du possible, d'anticipation des sinistres via des caméras extérieures. On a beaucoup parlé de caméras thermiques, notamment, de caméras thermographiques récemment, avec les prises de température, que la grande distribution a bien connu également. Donc, on a beaucoup d'enjeux autour de ça, et on a beaucoup d'enjeux aussi autour de nouvelles solutions, plus en lien avec le télétravail, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ou comment essayer d'apporter de la sécurité plutôt physique aux collaborateurs en situation de télétravail, plus que sécuritaire par rapport aux risques qui pourraient être le leur via des opérations frauduleuses. Donc oui, c'est un sujet qui est ouvert et sur lequel je pense qu'il y aura des avancées importantes. Et je pense notamment à des caméras nouvelle génération avec de l'intelligence artificielle qui seront capables notamment à terme d'anticiper un certain nombre d'événements via des algorithmes intégrés qui pourront permettre d'anticiper un certain nombre d'événements. Voilà. Alors après, il y a encore de l'écart entre les promesses et la pratique et l'intégration et l'opérationnel pur. Mais en tout cas, les choses avancent à grands pas dans ce sens. Et au sein des agences, est-ce que là aussi, on a modifié les systèmes de sécurité en termes de matériel
Alors là, je ne serais pas la mieux placée pour répondre. Je vais laisser plutôt Didier, parce que moi, je m'occupe plutôt des sites centraux. Je vais laisser Didier répondre. Oui, alors, je ne pense pas qu'on ait une révolution complète, parce que je pense qu'on est tous bien protégés maintenant pour tout ce qui est attaque classique, on va dire hold-up, cambriolage, agression en dehors des heures ouvrées. On en a un certain nombre, mais on arrive à relativement bien les contenir. Par contre, nous, on travaille beaucoup sur les incivilités pour pouvoir comment prévenir et avertir. C'est-à-dire que celui qui l'a subi il puisse avoir un moyen d'alerte en direct assez vite et que ce soit transmis même au sein de l'agence, voire remonter au responsable sécurité ou à son responsable de secteur dans une agence déportée ailleurs pour que ça puisse être pris en main tout de suite. Ça, on réfléchit beaucoup, donc on travaille notamment, nous, le groupe Crédit Agricole, avec Nexecure pour intégrer, on aimerait arriver à faire des pop-ups sur les outils de travail. Ouais. Ça peut être téléphone portable, ça peut être au moins l'outil de travail, le poste informatique de celui qui est en arrière-plan de l'agence. Il peut sûrement faire plus de choses que celui qui est devant. Voilà, on réfléchit à tous plein de choses là-dessus et c'est là-dessus que ça va s'intégrer, je pense. Le plus. Ouais, je suis d'accord, c'est un sujet de transmission finalement du sinistre ou du pré-sinistre en temps réel pour éviter plus les collatéraux. Exactement. Voilà. Chez Carrefour aussi, vous avez travaillé dans ce sens-là? Il y a des tests qui sont menés actuellement, alors je n'irai pas dans le détail, mais... Ah bon? Vous ne voulez pas nous donner un scoop? Pas tout de suite. Tant dans la protection des collaborateurs que dans la préservation du chiffre d'affaires finalement, parce que ce sont ces deux choses-là qui sont importantes. Il y a effectivement une attente assez importante sur la mise en place de systèmes qui pourraient... faire de l'analyse comportementale. On parle beaucoup de hors normes, voilà. Mais les situations que l'on rencontre dans un établissement recevant du public sont tellement nombreuses que finalement, quelle est la différence entre quelqu'un qui se baisse pour ramasser un mouchoir qui vient de tomber ou quelqu'un qui se baisse pour aller chercher une arme qu'il a planquée dans sa chaussure, par exemple. Voilà, c'est cette complexité-là de la vie dans le magasin et des gestes qui sont faits tous les jours et au quotidien, qui sont à analyser et puis éventuellement au mieux, au travers effectivement de scénettes ou de pop-up à proposer à l'œil humain pour le coup, puisque je pense que l'intelligence artificielle n'en est pas encore, elle n'est pas suffisamment autonome pour décider d'elle-même ce qui est ou ce qui n'est pas hors norme. Mais donc voilà, après avec une levée de doute humaine pour traiter ou non le sujet. Justement, vous parliez de ces armes, aussi bien dans les grandes surfaces que dans les établissements bancaires. On ne pense pas à intégrer maintenant des portails, justement, de détecteurs, des choses comme ça, pour éviter, parce qu'on voit tous les jours au quotidien, il y a de plus en plus de gens qui sont armés, et il y a des drames tous les jours. On en voit, alors les chaînes info, c'est leur spécialité. Donc là, on est un peu à la confrontation de la sûreté et de la sécurité, de la volonté de l'enseigne de faire de l'accueil client. Oui. Et de l'accueil chaleureux, et la volonté de la sûreté et de la sécurité de vouloir non pas contraindre, mais freiner au maximum pour contrôler. Et c'est un grand débat, effectivement, dans les enseignes. Quel est le point moyen entre le libre accès du client pour faciliter l'acte d'achat et le contrôle fait en amont par la sécurité, de façon à se préserver d'attaques comme celle-ci, effectivement. Et quelle est la place de la sécurité privée? Est-ce que cette année et demie qui vient de s'écouler a fait que vous avez créé des liens professionnels plus forts avec la sécurité privée pour engager peut-être davantage d'agents de sécurité? Comment ça se passe? Alors, chez Nexecure, la réponse est clairement oui. Clairement oui. Alors nous, c'est un service qu'on sous-traite. On n'a pas d'agents intégrés salariés chez nous, ce qui n'est pas le cas des autres métiers qui sont les nôtres. Mais au même titre que l'augmentation des incivilités, l'augmentation a été extrêmement forte des demandes d'intervention gardiennage sur site. Là, on est de l'ordre de 50% également sur cette période, à destination des caisses régionales, mais également à destination des clientèles professionnelles et entreprises, pour gérer notamment en partie les incivilités. Donc nous, c'est une activité qu'on avait historiquement et qu'on a toujours, mais qu'on s'est
forcés à développer et à moderniser dans les process et dans le mode de fonctionnement, parce que les volumétries s'accroissant, nous avons mis en place des partenariats plus structurés et plus globaux, avec des partenaires de référence sur ce marché, parce que c'est un vrai marché de spécialistes, en l'occurrence, avec des outils aussi qui facilitent l'échange entre nous, la télésurveillance et les sociétés de gardiennage, et in fine nos clients finaux, qu'ils soient bancaires ou entreprises. Donc oui, ça nous a forcément obligés à développer ce périmètre et à le moderniser dans son mode de fonctionnement. Ouais. Didier Moreau? Oui, effectivement, comme dit Sylvain, on a eu une augmentation du nombre de vigiles qu'on souhaitait mettre pour traiter, ou comme on a parlé, des minima sociaux pour sécuriser un petit peu plus nos agences, sur certaines agences avec des flux importants aussi. Et puis on a aussi quelques cas effectivement d'incivilité assez forte où on souhaite accompagner l'agence, qu'on la rassure. Donc on met des vigiles, alors ça peut être de la protection individuelle, c'est beaucoup plus rare, mais au moins de la protection de l'agence pendant un certain temps. Ouais. Et effectivement, on a un petit peu de mal pour trouver des personnes, les recruter. Et puis là, on est confronté aussi à certaines parties du territoire. C'est pas toujours facile de trouver un vigile pour aller au fin fond d'un département. Voilà, à certaines heures qu'on a besoin. C'est un vrai sujet complexe qu'on connaît tous indirectement, mais oui, parce que ça passe par de la réactivité. Envoyer un gardien, un vigile, le nerf de la guerre, c'est la réactivité. Il y a des zones où c'est d'une simplicité sans nom, mais il y a des zones où c'est plus complexe. Voilà. Donc on pense aux campagnes, mais pas que. Quelquefois, il y a aussi des contraintes de mobilité ou d'accès sur site qui peuvent être longs. Donc c'est un vrai sujet, le suivi qualité de nos partenaires, gardiens. Et les demandes de nos clients, elles sont basiques. C'est ce qu'évoquait à l'instant Romain. C'est en gros sécurisation d'une agence suite à incivilité ou dans le prolongement d'une incivilité, mais aussi pour filtrer un peu ce qui a été évoqué dans des queues ou la réglementation du port du masque, qui a pu aussi être quelquefois pas toujours bien faite. Donc c'est essentiellement les deux demandes qu'on a eu à gérer. Françoise, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais aussi en profiter pour remercier justement toute la surveillance humaine globalement, parce que quand on était au plus fort de la pandémie, nous dans les grands sièges de banque où il y a des PC sécurité, les agents étaient là tous les jours, tous les matins, ils faisaient leur ronde et ils étaient aussi en première ligne. Et donc, voilà, moi je pense que c'est aussi l'occasion de les remercier par rapport à leur implication professionnelle. C'est bien raison de le faire, Françoise, parce qu'ils faisaient partie de ces équipes au front et on n'en parlait pas. Ni les remerciements de notre président, ni autres, on les a complètement oubliés. Mais eux, ils étaient dans les entrepôts, les chaînes logistiques, à l'entrée des magasins. Ils étaient là. Justement, dans les grandes surfaces, les magasins, j'imagine, il y a eu là aussi une recrudescence de recrutement d'agents de sécurité, entre autres au début pour gérer ces queues que j'ai moi-même faites pour aller chez Carrefour. C'est bien, Alexandre. Pas vu. Je félicite. Vous me ferez un bon de réduction. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, il a fallu que ces gens soient là avec une pédagogie, une psychologie particulière, mais vous avez inévitablement fait appel. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on n'a pas recruté pour l'occasion, puisque les services internes de sécurité chez Carrefour ne sont pas en majorité. On fait essentiellement appel à des prestataires extérieurs. Mais la particularité de cette crise a fait que, ou une des particularités fait que lorsque un magasin se trouve dans un centre commercial qui dispose de 100 boutiques et qu'il y a 99 boutiques qui ferment et une qui reste ouverte, la plus grande, pour le coup, on n'a plus de doute sur où va aller le client qui est à l'entrée de ce centre commercial. Donc on a effectivement fait appel à plusieurs sociétés et plusieurs agents de sécurité pour essentiellement effectuer un double contrôle, c'est-à-dire un premier contrôle à l'entrée du centre commercial, puisque nous savions qu'effectivement le client qui allait se présenter venait forcément dans notre magasin, et puis un deuxième contrôle à l'entrée de la surface de vente, de façon encore une fois à respecter les jauges qui nous ont été imposées par le ministère de l'Intérieur, qui a varié entre un client pour 4 mètres carrés et un client pour 10 mètres carrés. On a déjà quelques questions, on les posera tout à l'heure. Vous avez le temps, profitez du chat d'ici, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. On répondra à ces questions. Je voulais parler de l'adaptation inévitable des futurs plans de continuité d'activité, Didier Moreau. Comment on travaille déjà dessus? On en a parlé avant de démarrer tout à l'heure avec Olivier Libotte, avant de démarrer cet échange tous ensemble. Olivier peut-être nous répétera pour les membres ce qu'il a dit, mais de votre côté, comment on travaille dessus? Il y a
Effectivement, c'est un aménagement permanent en fait par rapport aux nouvelles contraintes, mais je ne pense pas qu'on ait énormément de différences par rapport à ça. Il va falloir effectivement, comme a dit François, il y a tout un bagage à donner à nos collaborateurs pour le télétravail, pour pouvoir faire la continuité d'activité, mais c'est une adaptation permanente en fait, plus qu'une révolution. Surtout qu'on a quand même nos agences qui restent ouvertes. C'est toujours notre lien principal. Bien sûr, mais il y a quand même des risques sous-jacents qui sont plus nombreux qu'avant et dont il va falloir prendre compte. Oui. Oui, tout à fait. Alors après, les risques, ils évoluent, donc nous, on les repèse tout le temps. Voilà, c'est une espèce de roue permanente d'évaluation des risques. Après, sur les PCA, il y a eu des adaptations plus par rapport aux lieux de repli, des sites de repli, puisque effectivement, donc, on avait des sites de repli. Aujourd'hui, potentiellement, on a la capacité que chaque collaborateur puisse travailler quasiment à son domicile. Donc, les lieux de repli vont évoluer par rapport à cette capacité qu'on a aujourd'hui à faire du télétravail. Il va falloir penser aussi à ces nouveaux sites peut-être qui vont se créer. Le télétravail fait qu'on va peut-être avoir des bureaux satellites aussi qui vont se créer pour les collaborateurs. Oui, tout à fait. Ça il va falloir l'intégrer aussi. Oui, tout à fait. Il y a des projets qui sont aussi en cours par rapport à ce qu'on appelle de l'aménagement dynamique plutôt que du flex office. L'aménagement dynamique avec des lieux de convivialité, des lieux de coworking, d'échange et puis des plateaux, mais qui restent dans une logique de convivialité pour le collaborateur. Ouais. Olivier, alors ce que vous nous disiez avant de démarrer cet échange, c'est qu'il ne fallait pas que le PCR, ça soit un carcan. Surtout pas. Effectivement, on se replace dans le contexte du 17 mars 2020 et même les quelques jours, quelques semaines ou quelques mois précédents le 17 mars 2020 et ce fameux confinement. Il faut se souvenir que quelques jours ou quelques semaines avant le confinement, à aucun moment tous les scientifiques ou experts que l'on voit maintenant sur les plateaux télé nous expliquer ce qui va se passer avaient été capables, entre guillemets, d'expliquer à la population qu'elle allait être confinée pour un nombre de jours ou de semaines complètement indéterminé et étape par étape. Or, en l'occurrence, lorsque c'est arrivé et qu'on a ressorti les plans de continuité de l'activité, qu'on avait déjà travaillé à partir de mi-janvier, quand la province de Wuhan a été confinée, aux environs du 22 janvier, me semble-t-il, on a commencé, nous, à ressortir les plans de continuité de l'activité en se disant on va en avoir besoin et on va réactualiser tout ça. Mais lorsque le confinement est arrivé, on a regardé partout. Nulle part, on a trouvé dans le plan de continuité de l'activité qu'il fallait mettre des cloisons en plastique pour protéger les salariés ou pour accueillir les clients, qu'il fallait désinfecter les points de contact X fois par semaine ou X fois par mois. Les caddies. Les caddies, oui, les points de contact, donc les caddies, les clenches de porte, etc., etc. Et on s'est finalement rendu compte que le plan de continuité de l'activité, c'est bien, c'est nécessaire pour les fondamentaux, et ça, on ne va pas le remettre en cause aujourd'hui, on ne le remettra pas en cause demain non plus. Mais au-delà de ça, ça nous a appris que finalement, la gestion de crise, c'est d'abord de l'anticipation immédiate. Voilà, de l'anticipation et de l'adaptation immédiate sur ce qui n'est pas forcément écrit et surtout ne pas se limiter à faire que ce que le plan de continuité d'activité nous impose, mais faire preuve d'ouverture d'esprit et puis essayer et tenter d'anticiper tout ce qui peut arriver, ce que l'on a fait finalement au quotidien, au jour le jour, mais avec très très peu de recul et très peu de temps de réaction finalement. Sylvain, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste compléter ce qui a été dit. Nous, le sujet du PCA est un sujet régulier et annuel, comme tous autour de la table, mais particulièrement cette année, effectivement, s'est avéré un certain nombre de nouveaux événements qu'il fallait mettre en place. Et les comités de pilotage ou les comités de crise qu'on a pu mettre quelquefois de façon journalière chez nous en interne, a permis justement, j'aime bien le terme de réactivité immédiate finalement, qui a permis justement de s'adapter au jour le jour, aux évolutions des décisions gouvernementales ou du contexte sanitaire. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et pour revenir sur le sujet de l'immobilier et des locaux, on parle beaucoup effectivement de nouveaux locaux, de télétravail, mais chez nous aussi, mais ailleurs, on est sur une vraie réflexion aussi des aménagements aussi de nos sites historiques qui vont vers de nouvelles choses. On pense notamment des espaces de coworking, ce qui a été évoqué là, mais c'est un vrai sujet où finalement comment on peut repenser aussi nos sites actuels
au vu du contexte passé, de l'état d'esprit des collaborateurs, de nouvelles situations de télétravail, de collaborateurs qui vont alterner entre site et hors site. Donc oui, c'est un vrai sujet de réflexion globale aussi, l'immobilier en interne chez nous. Alors, ça tombe bien, il nous reste encore un peu de temps. Il y avait un sujet que j'avais très envie d'aborder, c'était le côté humain aussi, avec le lien social qui a été fortement détérioré par cette période de pandémie, les confinements, le travail à distance. On se rappelle un petit peu quand même de ces échanges qui ont lieu à la machine à café, au resto d'entreprise, qui sont aussi souvent sur des thèmes hors entreprise, mais qui quelque part bonifient le lien social et la cohésion de groupe. Comment les retrouver ? C'est un vrai sujet. Ça, c'est la question. C'est la question piège. Non, enfin, je pense qu'il y a aussi le rôle du manager d'accompagner. Enfin, il y a des collaborateurs, ça fait quasiment 18 mois qu'ils n'ont pas mis les pieds dans l'entreprise. Donc, il va falloir recréer peut-être des temps un petit peu d'échange, de recréer peut-être des rituels pour essayer de retravailler autour de cette convivialité. Après, je pense que le lien ne s'est pas distendu non plus de façon irrémédiable. Enfin, les visios, ça a permis quand même de garder... Oui, tout à fait. Enfin, on avait des contacts réguliers. Enfin, les managers prenaient contact régulièrement avec leurs équipes. Et puis, les équipes, entre elles, se sont organisées pour se faire des visios. Donc, je pense que le contact, on l'a toujours conservé. Le contact professionnel, c'est une chose. Si les visios n'étaient qu'à but professionnel de rendez-vous, de réunion, c'est pas pareil que de se retrouver autour d'un café, discuter du week-end, etc., qui crée ce lien et qui, quelque part, impacte aussi dans l'entreprise, dans le respect des règles, de voir un petit peu comment va l'autre. C'est comme ça que ça se passe aussi. Oui, alors après, quand on démarre une visio, on n'est pas d'emblée dans le sujet. Enfin, voilà, je pense que tous autour de la table, on a pris le temps. Voilà, comment tu vas, comment ça se passe, tes enfants. Enfin, voilà, je pense qu'on a essayé de recréer ce lien un petit peu de convivialité. D'accord. Didier ? Oui, je partage, tout à fait. Enfin, par contre, c'est vrai que ce qui nous manque, c'est de pouvoir faire un vrai moment convivial, un repas ensemble, une bonne terrasse un midi, refaire un petit café, des choses comme ça. Ça nous manque vraiment. Sinon, effectivement, le lien... Dans la plupart des équipes, ça a été maintenu, puis c'était important d'avoir cet échange permanent. Mais il nous manque ce retour-là. Et je pense qu'on aura quand même des évolutions. On se disait l'autre fois, justement, avec des copains à la machine à café, on n'est peut-être pas prêt de se refaire la bise. Ouais. Il y a peut-être des évolutions qui vont être difficiles. Il y aura des vrais retours. Ça va manquer chez les Français, on est très... Voilà. Mais ça va aller très très vite pour les restaurants, les choses comme ça, les cafés ensemble. Est-ce que ça, la poignée de main, les bises, est-ce que ça va revenir tout de suite ? Ouais, ça, c'est pas certain. Je pense que ça va revenir. Oui, mais... On aura peut-être un peu de temps, effectivement. Alors justement, le fait qu'on alterne avec un peu de bureau, pas mal de télétravail, parfois des espaces de coworking, qu'est-ce qu'il va falloir imaginer, créer pour reconstituer ce lien dans des moments un petit peu indépendants, je dirais, indépendants du contexte de travail ? C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est aussi ouvert chez nous, puisque on est aussi passé d'un télétravail de crise à un télétravail qu'on va vouloir moins subir et plus créer finalement. Donc je pense que le triptyque qui a été évoqué, coworking, travail sur site, télétravail, peut bien fonctionner. Je rejoins ce qui a été dit sur le rôle du manager. Chez nous, on lui a donné un rôle prépondérant dans le maintien du lien. Je pense qu'ils l'ont bien fait chez nous et les collaborateurs s'y sont bien adaptés. Et puis on va aussi faire face à différents collaborateurs, ceux qui étaient très heureux d'être en télétravail et qui vont peut-être un peu moins aimer revenir sur site, puis à l'inverse ceux qui nous ont réclamé depuis longtemps d'y revenir. Donc c'est un peu cette alchimie sur ces 3 items, mais qui je pense peut bien se mettre en place, à la fois à distance et à la fois sur site, pour pouvoir reprendre quelques cafés de temps en temps et en même temps avoir un peu de latitude pour du télétravail que certains ont plutôt bien apprécié dans leur ensemble. Ouais. Je pense que le lien social, il me semble, il a toujours existé et il s'est transformé. On est passé, rappelez-vous quand même, de la promiscuité, comme on le disait à l'instant. On aime bien en France, on est tactile, on est un peu latin quand même. Oui, on aime bien le contact. Et on est passé d'un lien social de promiscuité, où finalement on est 5 ou 6 autour d'un manche debout en train de boire un café, à un lien de proximité où naturellement on nous a demandé de nous écarter les uns des autres. Et c'est ça, en fait, qui a un petit peu transformé le lien social. C'est cette distanciation, même physique, au-delà du télétravail, cette distanciation physique qui nous a été imposée par la crise sanitaire. Alors,
je pense, me semble-t-il, que lorsque la crise sanitaire ne sera plus qu'un mauvais souvenir, ces liens auront tendance à reprendre leur nature et leur naturel, au-delà peut-être effectivement, comme on le disait à l'instant, de savoir si on va un jour se refaire la bise ou pas. On croise les doigts. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un petit mot justement sur ce lien social avant qu'on échange indirectement avec les membres qui auront posé des questions? Il n'y a pas une idée de génie qui est sortie d'une entreprise en disant tiens, nous on va imposer, enfin pas imposer, mais on va proposer en tout cas une fois par mois un repas. Voilà, alors ça c'est déjà des choses qui existaient, enfin je pense que ça existait. Ou de se retrouver autour d'un team building. Oui, voilà, c'est ça que je vous demandais. Mais c'est des choses qui existaient, je pense théoriquement dans nos entités. Hein. Ça va repartir. Ça va repartir. D'accord. On est déjà assez éclatés, enfin les équipes, pour ce qui est chez nous, enfin voilà, on a un territoire qui est quand même le territoire national, les équipes, donc on crée déjà ces mouvements de convivialité, donc ça existe déjà. D'accord. Après, je pense qu'il y a une chose importante, c'est la relation de confiance. Enfin, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut capitaliser, la relation de confiance avec le collaborateur quand il est en télétravail. Donc c'est autour de ces sujets-là qu'il faut travailler pour demain. Parfait, c'était un joli mot de fin entre guillemets, puisqu'on a des questions maintenant. Est-ce qu'il y a des salariés qui ont fait jouer le droit de retrait au début de la crise? Didier? À ma connaissance, vraiment très peu. Hein. Ça va être très très rare. On a eu des salariés malades avec certaines pathologies qui effectivement avaient le droit médicalement de choisir. En fait, ils pouvaient venir ou rester chez eux. Voilà, mais je crois que pratiquement tout le monde a travaillé de toute façon. Sylvain, pareil? Oui, pareil. C'était pas un sujet prégnant. On a adapté effectivement avec des comorbidités, mais là c'est un autre sujet de mise en place. Mais le reste, non, c'est pas un sujet. Oui, non, on n'a pas eu de... Peut-être un peu plus de la grande distribution. Eh bien non, parce que finalement, il y a eu un travail immédiat de fait avec les instances représentatives du personnel et nous avons étudié et accompagné chaque demande lorsqu'elle est arrivée. Il y a eu dès le départ la mise en place de masques, puis la mise en place de gants, puis la mise en place de plexi, comme on le disait tout à l'heure. Puis les gels aussi, le gel hydro, bien sûr. Ah oui. Et puis les désinfections, comme je le disais tout à l'heure, des points de contact. Donc il y a eu un grand travail fait entre les ressources humaines et les instances représentatives du personnel. Donc finalement, peu de droits de retrait. À partir du moment où tous les dispositifs sont mis en place, on élude ce genre de situation. Une autre question. Oui, à propos du télétravail et du risque sur le personnel, est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu certaines personnes qui ont été menacées directement à leur domicile? Moi, j'étais menacé par ma femme, mais non, je rigole. Pour sortir. Sors le chien. Pas plus qu'à l'habitude, finalement. Est-ce que ça a été le cas? Oui, on imagine que dans le milieu bancaire, peut-être, on est ce risque-là. En tout cas. Pas Didier, si moi non, pas de remontée par pas. En tout cas, Non, pas à ma connaissance. Et de toute façon, effectivement, le télétravail dans la grande distribution, il est sans doute moins sensible qu'ailleurs. La sensibilité, c'est essentiellement, ce sont essentiellement les fonds disponibles. Donc, pas à ma connaissance. Ouais, tout à fait. C'est plus un risque qu'on anticipe que plutôt un risque sur lequel on fait face aujourd'hui. Je crois qu'on a une autre question. Oui, alors cette fois-ci plutôt sur la résurgence peut-être des manifestations. Est-ce qu'il y a des alternatives aux panneaux en contreplaqué qu'on appose sur les vitrines des banques? Est-ce qu'il y a une réflexion sur une autre forme de mise en sécurité de ces locaux? C'est une bonne question, parce qu'on les a vus, ces panneaux de contreplaqué, effectivement. Bonne question, je ne sais pas si on est les plus à même à y répondre, mais ça reste une bonne question, oui. Je sais pas. Le rideau de fer est peut-être plus performant que des plaques d'agglo, je ne sais pas, mais... Après, oui. Je crois que ça dépend aussi du nombre de fois où le risque est avéré. Moi, je ne parlerai pas pour mes confrères de Nantes ou de Paris, où là, effectivement, il y a certaines agences très ciblées, toujours sur les mêmes parcours de manifestation, où ça vaut le coup d'envisager des rideaux mobiles, parce que pour pouvoir se fermer tout de suite, que par rapport à des régions comme nous, où finalement, on a eu 2 alertes et rien. Donc, à un moment, il y a des fois, on se dit, si ça arrive une fois, à la limite, ça coûtera moins cher de supporter une fois
Par contre, c'est surtout quand ça arrive énormément souvent, Ouais, il y a ça. ces réflexions Là, ça vaut le à coup pouvoir d'investir, mener. Je suis d'accord. Ouais. Après, il y a des contraintes architecturales, des fois aussi. Bien Donc, sûr. on ne peut pas mettre des Des rideaux de fer. monuments classés, par Voilà, exemple. on ne peut pas mettre des rideaux de fer partout, donc ça aussi, c'est une vraie problématique. Les centres-villes au niveau, sont souvent ouais, architectes bâtiments de exactement. France et ils n'aiment pas ces choses-là. Voilà. Il faut Donc, bien les intégrer, quoi. C'est du travail Exact. Donc, assez voilà, on est fin obligé pour de les faire un- intégrer, voilà, pour que ça C'est un passe. travail qu'on fait avec eux, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. En question. Oui, c'est beaucoup lié au sujet fréquence-gravité finalement. Hein. Est-ce que ça risque d'arriver et si oui, combien de fois ça risque d'arriver? Est-ce que j'ai plus cher de mettre un rideau métallique ou plus cher de me payer une nouvelle vitrine quand elle va tomber? C'est un sujet qui va indirectement impacter les assureurs, c'est-à-dire que et les assurés au final. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le risque se répétant, on va leur imposer un certain nombre de dispositifs peut-être plus sécuritaires qu'aujourd'hui, dans ce qui a été dit là. Est-ce qu'il nous reste une dernière question? Même plus encore? Ouais, super. Olivier et Sylvain ont abordé tout à l'heure l'intelligence artificielle par le biais de certaines caméras. Il y a une technologie émergente d'intelligence artificielle qui permettrait de détecter la commission d'une incivilité avant qu'elle se présente. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ça a un réel avenir, une réelle avancée, un intérêt? Avant que ça se concrétise, c'est plus ce dont on parlait peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir analyser plus des comportements. Alors, sur l'essence de la question, avant que le geste n'arrive, je ne suis pas certain. Non, ça c'est... Parce que là, on est vraiment dans l'anticipation totale. Donc, il nous avant donne que les le numéros de geste l'auto n'arrive, aussi, voilà, j'en suis pas certain. Dès la commission du fait sur une analyse, effectivement, et une remontée d'informations d'alerte, oui, bien entendu, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Peut-être que la personne qui pose cette question parle d'un comportement. Effectivement, il y a maintenant des sociétés, entre autres des jeunes startups françaises qui travaillent sur des logiciels d'analyse comportementale. Nous connaissons la même, sans doute. Certainement. Et tant mieux, puisqu'elle est française. Et là, c'est intéressant comme travail. Oui, tout à fait. C'est la répétition de certaines attitudes qui doivent effectivement déclencher une première mise en garde. Et comme je le disais tout à l'heure, quelle est la différence entre se baisser pour ramasser quelque chose ou se baisser pour aller chercher quelque chose. Oui. Et c'est peut-être effectivement la fréquence dans ce geste-là de dire je me baisse une fois pour voir si mon arme est là, je me baisse une deuxième fois pour essayer de la sortir le plus vite possible, et la troisième fois que je me baisse, c'est pour la sortir. Oui. Voilà, donc peut-être qu'effectivement c'est sur la répétition de ces gestes qui sont des gestes identiques que le travail est à faire. Programme très important pour les agents de sécurité qui sont dans les centres de contrôle et qui ont souvent un certain nombre d'écrans et de caméras à surveiller. Et ça leur facilite parce qu'ils, bien évidemment, ils ne peuvent pas tous surveiller. Exactement. Donc ça filtre. Peut-être une dernière question. À propos du PCA cette fois-ci, dans les études de risque de PCA, très souvent la pandémie était jugée avec un risque très improbable, en tout cas de survenance. Il y a d'autres risques qui sont considérés comme tels. Est-ce que ces autres risques, comme l'émergence d'une guerre civile, de perte d'approvisionnement de matières premières, sont désormais regardés d'un autre œil du fait justement de la survenance de cette pandémie? Là, je pense que ça fera sans doute essentiellement partie du retour d'expérience. On a parlé tout à l'heure des plans de continuité d'activité. Alors, quand on parle de plans de continuité d'activité, on peut aussi citer le cas où finalement il y avait plus d'activité, et donc plus de continuité d'activité. On pense à tous les magasins qui ont fermé. Est-ce qu'un jour, dans un PCA, il était écrit je dois fermer mon magasin, pendant 3 mois. Voilà, pendant 3 mois, qu'est-ce que je dois faire? Là, pour le coup, je pense qu'effectivement, sur cette question, on est plus sur une analyse de retour d'expérience au moment où on aura complètement mis en place le plan de reprise d'activité, qu'il faudra, à ce moment-là, effectivement, réfléchir très rapidement sur, finalement, à l'instar du Covid, les nouveaux risques émergents, entre guillemets. Est-ce que quelqu'un veut
ajouter un dernier mot. Merci à tous les participants et à bientôt, j'espère, à Vichy tous Bien ensemble. sûr, 23, 24 juin. Septembre. Septembre. Non, ce serait juin, ce serait pas très bien. Ça sera un peu court. Ouais. Je crois que je serai parmi vous. Oui, En plus de ça. oui, c'est cela. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir suivi, d'avoir voté. À très très bientôt. Bonne fin de journée.